Ah, vous êtes là. Vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce que la littérature? Salut les littéraires! Aujourd'hui, on est dans les définitions, alors qu'on se demande comment définir ce qu'est la littérature. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion de littérature n'est pas une notion qui est coulée dans le béton. C'est une notion que, puisqu'elle n'a pas de définition claire, une définition plus précise va dépendre des points de vue et des théoriciens sur lesquels on se base. Une des manières de définir ce genre de terme est d'y aller par opposition. On va donc commencer par différencier ce qu'est la littérature des études littéraires. Et pour ce faire, on va faire référence à une citation de René Wallach et Austin Warren, tirée de leur ouvrage La théorie littéraire. La citation va comme suit. Il faut tout d'abord distinguer littérature et études littéraires. Ces deux activités sont bien distinctes. L'une est créatrice et par là un art. L'autre, sans être à proprement parler une science, est une branche de la connaissance ou du savoir. La littérature est donc un art et une forme de création, alors que les études littéraires, c'est la branche du savoir qui étudie cet art, c'est qui étudie la littérature, autrement dit. Et même, on pourrait dire plus largement que les études littéraires font partie des études culturelles. Donc, en d'autres mots, la littérature, c'est un art qui est lié à l'acte de création et à l'écriture, alors que les études littéraires, c'est la branche de la connaissance qui étudie la littérature. Par contre, ça reste une définition un peu mince. On va donc aller s'appuyer sur d'autres théoriciens pour alimenter notre tentative de définition de ce qu'est la littérature. Pour ce faire, on va d'abord aller voir la définition de la littérature selon le sociologue Pierre Bourdieu, et puis, dans un second vidéo, l'on va aller voir du côté du théoricien Tsertan Todorov, ce qui va nous donner certains éléments de réflexion sur qu'est-ce qu'est et qu'est-ce que n'est pas la littérature. Puis, en conclusion de ces deux premières vidéos, je vous donnerai mon avis, mon humble avis, sur qu'est-ce que c'est que la littérature. Pierre Bourdieu est un sociologue français qui a été particulièrement actif dans les années 80-90. C'est un sociologue qui s'est particulièrement intéressé à la sociologie de l'art. Ce qu'il faut savoir avec Pierre Bourdieu et avec les sociologues en général, c'est que quand il étudie un sujet, euh, il ne dit pas ce que ça devrait être selon lui, mais bien ce qu'il observe, ce qu'il voit dans ses observations. Euh, Certains trouvent que Bourdieu est élitiste dans ses conceptions, mais c'est pas qu'il est élitiste, c'est que on est dans un monde qui a tendance à être élitiste. Et si on veut faire quelque chose par rapport au problème que l'élitisme engendre, ben, il faut commencer par le reconnaître et le nommer. Euh, donc, si on revient à nos moutons, hein, de nos moutons littéraires, Bourdieu illustre sa conception de l'art et de la littérature, euh, qui encore une fois n'est pas son opinion, mais ce qu'il a observé dans ses études, à travers le tableau du champ de production culturelle dans le champ de pouvoir et dans l'espace social. Donc, le tableau dans son ensemble représente l'espace social national. La section du haut s'appelle le champ du pouvoir. Comme son nom l'indique, c'est le champ dans lequel s'illustre la dynamique de pouvoir. Et puis, dans ce champ, l'on voit un autre champ, qui est le champ de production culturelle.
On pourrait aussi l'appeler champ de production littéraire, champ de production artistique ou champ littéraire. Ça fonctionne selon sensiblement les mêmes dynamiques. Donc, ce champ va représenter l'ensemble de la production artistique, littéraire, culturelle, etc. Le champ de production culturelle est subdivisé en deux sous-champs, qui sont le sous-champ de grande production et le sous-champ de production restreinte. Le sous-champ de grande production, qui comprend ce que Bourdieu appelle l'art industriel, contient les productions artistiques qui sont faites dans le but de vendre, et que le but premier n'est pas artistique, mais qu'il s'agit d'un but commercial avant tout. L'autre sous-champ, celui de production restreinte, que l'on associe à l'art pour l'art, contient les œuvres qui ont davantage une visée artistique au lieu d'une visée commerciale. Le but de ce champ est donc vraiment de faire des œuvres d'art. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une lutte de légitimité à l'intérieur du champ de production culturelle entre les deux sous-champs. Et puis, d'où vient la légitimité? Elle vient généralement des cercles universitaires, mais nous aborderons ce sujet plus en détail lorsque je ferai un épisode sur les théories de la réception, mais ce sera pour une autre fois. Et dans cette lutte de légitimité, l'on pourrait placer par exemple les grands classiques dans la production restreinte et, en opposition, la paralittérature dans la grande production. Ici, on doit faire un aparté sur qu'est-ce que signifie le terme paralittérature. C'est un terme composé du préfixe para, qui veut dire à côté ou en parallèle de, et littérature, donc c'est ce qui serait à côté de la littérature. Bon. Il y a deux façons de voir ce terme. Il y en a une qui est péjorative, donc la littérature serait la grande littérature, les grands classiques, etc. Et la paralittérature serait les livres qui sont écrits dans le but de vendre et que l'objectif de ces œuvres-là n'est pas un objectif artistique. Le but n'est pas de faire une œuvre d'art, mais c'est de faire quelque chose qui se vend bien et qui se vend facilement. C'est un objectif strictement pécunier. Ça, c'est une première conception qui est péjorative. Une autre façon de voir le terme paralittérature, c'est que la littérature serait ce qui renvoie au vraisemblable, alors que paralittérature serait plus les genres de l'imaginaire. Puis quand on parle de genre de l'imaginaire, on parle généralement de science-fiction, de fantastique et de fantasy. Mais c'est une notion un peu élastique, ça peut s'étendre aussi. Dans cette conception, je crois que on peut aussi mettre les romans policiers dans la paralittérature et après ça, ça varie des cas. Par contre, moi, c'est un terme que j'essaie de ne pas trop utiliser parce que quand tu l'utilises, tu sais jamais qu'est-ce que tu vas insulter ou qui est-ce qui va s'offusquer. Donc, j'ai deux anecdotes à ce propos. La première, c'était dans un cours de science-fiction à l'UQAM, à l'université. Un cours qui était donné par l'excellent chargé de cours Marc Gaudreau. Et il avait commencé la session en nous disant que le mot paralittérature ne serait pas toléré dans sa classe. C'est quand même particulier quand dans un cours de littérature, un professeur interdit un mot en début de session. Mais c'était en réaction à la vision péjorative du terme. L'autre anecdote que j'ai, c'était dans un cours de création littéraire donné par l'écrivaine Gloria Escomel. Il y avait une des étudiantes, une collègue, qui avait posé tout naïvement une question. C'est une question à propos du genre fantastique. Puis elle avait utilisé le terme paralittérature dans sa question, mais ça se voulait pas du tout péjoratif. C'était juste comme ça. Elle avait utilisé ce terme-là pour parler de la littérature de genre. Et là, je me rappelle, Gloria Escomel était en furie. Puis elle disait qu'elle n'allait pas laisser une étudiante insulter la littérature fantastique comme ça. Et que je crois qu'elle disait que la littérature fantastique, c'était son bébé, quelque chose comme ça.
Mais le point est qu'elle était vraiment en furie à cause que l'étudiante avait utilisé le terme paralittérature pour parler de littérature fantastique. Donc, pour revenir à nos moutons, dans la conception de Bourdieu, il y a donc la production restreinte qui est la grande littérature. C'est la littérature qui n'est pas faite dans un objectif pécunier, mais qui est vraiment dans un objectif artistique. Puis là, ça, on voit dans son tableau, il y a l'avant-garde, la bohème. Et en opposition, comme on a dit tantôt, il y a la grande production, qui dans le fond, nous on parle de littérature, mais c'est de même pour l'art en général, là, qui est les œuvres d'art qui sont faites non pas dans le but de s'exprimer et de faire quelque chose d'artistique, mais qui sont dans le but, qui sont faits un peu à la chaîne, dans le but seulement de vendre. Euh, Puis là, bon, on tourne un peu les coins ronds. Euh, et puis, ce qui est intéressant, c'est que dans le champ de production culturelle, il y a toujours une lutte entre la production restreinte et la grande production, une lutte de légitimité. Et si jamais vous étudiez un peu les études culturelles dans une perspective un peu historique, on voit ça partout. Il y a toujours une lutte de légitimité entre la production restreinte, qui est dans le fond, euh, qui est les œuvres consacrées, les œuvres qu'en général les gens reconnaissent comme des grandes œuvres. Eh bien, pour se faire reconnaître comme une grande œuvre, euh, elles vont entrer dans une certaine lutte de légitimité. Et euh, pour se légitimer, elles vont délégitimer les autres œuvres. Donc, les œuvres de grande production. Je l'avais vu entre autres dans mon cours de science-fiction. Pendant longtemps, la grande littérature disait que la science-fiction, c'était sans intérêt du point de vue littéraire, c'était fait seulement pour divertir les gens, mais qu'il n'y avait rien d'artistique là-dedans. Et par après, certains ont commencé à reconnaître la pertinence de la science-fiction, comme de quoi qu'il y a des grandes œuvres, il y a des grandes réflexions, il y a un travail esthétique, etc. Euh, et par après, quand la science-fiction commençait à être plus légitimée, ben là, c'était les romans à l'eau de rose, les romans sentimentaux, que là, ils étaient délégitimés et qui le sont encore aujourd'hui. Euh, donc, en somme, dans ce que Bourdieu observe, c'est vraiment une lutte entre une grande littérature qui est légitimée et une littérature de grande production qui, euh, qui n'est pas légitimée. C'est une conception qui est élitiste, comme on l'a dit tantôt, mais je rappelle encore une fois que pour Bourdieu, ce n'est pas ce que ça devrait être, mais c'est ce qu'il observe. Et puis, dans son ouvrage Les règles de l'art, il explique aussi que plus que les auteurs ou les artistes sont bohèmes, et plus que ils arrivent à se maintenir dans ce champ de production restreinte. Euh, Quelqu'un qui, euh, qui est riche ou quelqu'un qui fait partie de la bourgeoisie va avoir plus de difficultés à rentrer dans la production restreinte puisque il va être associé à un aspect pécunier. Il va être associé à de l'argent et tout ce qui est associé à l'argent, c'est pas bien vu dans le champ littéraire, contrairement euh, à, au, contrairement au reste de la société. En général, l'argent c'est bien vu, mais pas chez les artistes. Donc, dans cet épisode, on a parlé de la conception de la littérature selon le sociologue Pierre Bourdieu. C'est une conception qui est très sociologique puisque ce qui intéresse Pierre Bourdieu, c'est d'analyser les dynamiques à l'intérieur du champ culturel. Pour la suite de cet épisode va être en deux parties en fait. La première partie sur Pierre Bourdieu et l'autre partie va être dans une autre vidéo où est-ce qu'on va parler du théoricien Tsertan Todorov.
et on va exposer sa conception de la littérature. Et en conclusion de ce deuxième vidéo, je vais vous parler de mon opinion et de ma conception de la littérature. C'est la fin du premier vidéo de littérature de la chaîne L'Agent littéraire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager à vos amis et à cliquer sur le bouton j'aime en dessous du vidéo. Aussi, vous pouvez commenter dans les commentaires, ça aide beaucoup à faire connaître la chaîne. Ça aide pour les algorithmes. Et si vous ne savez pas quoi écrire dans les commentaires, vous pouvez même juste écrire littérature ou algorithme. Puis juste le fait qu'il y ait des commentaires, ça aide à faire connaître la chaîne. Merci beaucoup d'avoir été là et on se voit dans une autre vidéo.